Nous sommes jeudi aujourd'hui, vous le savez, dorénavant, chaque mois, nous recevons la BCLCC 2 fois. Et ce jeudi, ils seront au rendez-vous. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité nous parle de l'arnaque liée au on va dire aux fausses masques traditionnels. Voilà, il y a des cyber-escrocs qui parlent d'achat de masques traditionnels. C'est juste pour vous avoir. On en parlera sur ce plateau et on va vous donner les conseils pour éviter de se faire avoir. Ça sera tout à l'heure. Bien avant cela, vous allez passer par la revue de presse avec Alphonse Ouedraogo, par la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, nous serons avec le CRIGED, qui a un projet aujourd'hui qui milite pour le leadership féminin. On en parlera avec nos invités sur ce plateau. Madame, Messieurs, permettez-nous, avant de démarrer l'aventure, bien sûr, de vous dire bonjour. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Chaque matin, nous sommes heureux de vous retrouver et puis dire bonjour tout simplement. Merci à l'équipe technique derrière. Et bien sûr, la rubrique à la découverte de nous conduit au Centre national d'artisanat d'art. Nous poursuivons avec la suite des témoignages de la semaine. Nous partons pour la première rubrique, bien sûr, à la découverte de. Rubrique à la découverte de qui nous amène à la découverte du Burkina Faso, à mieux connaître nos aspects culturels, traditionnels, artistiques. Et cette semaine, option artistique, parce que nous nous intéressons au Centre national d'artisanat d'art donc de Ouagadougou, qui fait dans la formation des artistes sculpteurs ou peintres, puisque au sein de cet espace, vous allez retrouver des formations pour bien fabriquer donc ces statuettes, ces dessins sur les batiks. Vous allez voir tout ça en images, puisque nous poursuivons avec la suite des témoignages concernant le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. Ali Nikema, sculpteur fondeur, formateur au niveau du Centre national des arts, réalisateur de certains monuments de la ville de Ouagadougou, tels que la bataille des rails, le monument des sports, les chevaux qui sont à la présidence, et voilà, un peu à Lango, à Naziboni à Dédougou, le rond-point de la femme à Dédougou, un peu à Wayubia, bon, un peu partout, un peu à l'étranger aussi. Voilà. La formation au niveau du centre, ça s'est fait de telle sorte on reçoit des demandes, on fait visiter les ateliers aux candidats. Et les candidats, selon l'atelier qui le branche, nous disons que c'est cet atelier qu'il va réussir. Donc on le prend à partir de cet atelier-là et on commence l'initiation à partir un peu du dessin et tout ça. Et la section qu'il va faire, si c'est la section de modelage bronze, il commence à apprendre le modelage. Si c'est la section sculpture sur bois, on commence à lui donner un bout de bois à tailler. Si c'est le batik, on commence à lui donner un tissu à dessiner. Voilà comment ça se passe la formation. En ce moment, c'est par volontariat beaucoup. Par recrutement, ça se fait au niveau de l'INAFAC, où il y a une autre école aussi là-bas. Mais ici, généralement, les gens viennent ou par parents interposés qui épriment le besoin de faire former son enfant ou des enfants qu'on nous amène à je voudrais que vous le preniez pour qu'il forme et puis on le fait passer à la direction. Il remplit les formalités à la direction et puis nous, formateurs, on se met à la tâche. Les gens s'intéressent réellement, mais c'est qu'il y a un problème. Les gens pensent que ce métier-là, c'est quand il n'y a pas une autre porte de sortie que tu viens. C'est dommage. C'est un métier noble. C'est un métier de la création, c'est un métier d'ouverture. Ça fait l'ouverture des enfants. L'exemple, quand nous, on initie les rencontres pour prendre les enfants pendant les vacances ici, mais quand les enfants viennent, ils viennent le matin et ils partent à midi. Les parents souvent viennent les chercher, ils ne veulent pas partir parce qu'ils découvrent autre chose. À partir du moment qu'ils réalisent quelque chose et qu'ils voient qu'il a réalisé quelque chose de visible, ça l'ouvre l'esprit. Il commence à dessiner un oiseau, après il va dessiner une voiture demain, il va dessiner un avion demain. C'est là que la création commence. C'est là que les tendances commencent. C'est là que l'enfant commence à chercher son chemin. Donc, essayer d'enseigner l'art dans les écoles, c'est faire une petite ouverture aux enfants, permettre aux enfants de pouvoir créer, et en créant, on trouvera les inventeurs là-bas qui vont nous inventer des choses merveilleuses pour le Burkina. Je remercie tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils prennent l'art comme le métier de quelqu'un qui a échoué. C'est le métier de quelqu'un qui cherche. C'est le métier de quelqu'un qui crée. C'est le métier de quelqu'un qui éduque le peuple.
C'est le métier de quelqu'un qui appelle la conscience. C'est le métier de quelqu'un qui dénonce. Moi, c'est Balima Boubacar, sculpteur modèle fondeur. Je suis en train de mouler cette tête c'est la cire d'abeille d'abord, mais c'est un thème d'ananas. Il faut la cire d'abord pour modeler. On modèle ça directement. Et après, il faut faire mouler. Je suis en train de mouler comme ça. Ça dépasse 30 ans ici. Je m'en sors, ouais. C'est un peu difficile quand même. Actuellement, on n'arrive pas à écouler. Bon, le marché est mort, donc bon, pour le moment, ça ne va pas. Ce sont les étrangers, surtout les Européens, surtout eux. Bon, il y a des Africains aussi, mais pas comme les Européens. C'est bon, ce n'est plus comme avant. Sinon, actuellement, bon, tout est mort, hein. Tout le monde, ça ne va pas. Il nous faut des galeries, bon, les lieux d'expo, surtout les galeries, et puis surtout la publicité aussi. Voilà, il faut ça, sinon, bon, actuellement, ça ne va pas. Je m'appelle Ouedrao Vincent, chef de section batik. Pour réaliser un batik, il faut d'abord un tissu en cotonnade. On l'achète à la place du marché, au marché central. Ensuite, on vient le découper, on fait le dessin à main levée, au crayon. Après le dessin maintenant, avec ce récipient appelé ganting, le deuxième crayon acier. Bon, on utilise la bougie et on suit les contours du dessin. Vous voyez, pour délimiter le dessin. Pour garder les formes du dessin d'abord. Donc ensuite maintenant, avec un grand pinceau, on essaie de couvrir l'extérieur du dessin. Les difficultés sont énormes hein, parce qu'il y a deux fois manque du matériel. Ensuite il y a l'écoulement des œuvres. Bon, manque de publicité, voilà, ainsi de suite. Quoi. Et surtout les formations, à peu près plus de 30 ans hein, que je suis là. On essaie de s'en sortir, sinon c'est pas facile. Hein. Surtout avec les djihadistes là, bon, les gens ne viennent plus, les étrangers ne viennent plus, il n'y a plus de touristes. Mais on essaie de faire ce qu'on peut. S'ils pouvaient relancer les achats des œuvres là comme avant, ils pouvaient relancer les achats là encore, ça allait nous faire plaisir. Et dorénavant, chaque 15 mai, donc, le Burkina va commémorer la journée des coutumes et traditions. On va parler de tout ça, l'intérêt de cette décision prise en Conseil des ministres avec Alphonse Ouedraogo. On parlera de l'actualité aussi au Sénégal, donc ne zappez pas, mais en attendant, il faut bien qu'on lise les titres des différents journaux avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. C'est l'Obs qui nous accueille pour commencer. Tout à fait, le plus vieux quotidien de la place L'Observateur Palga, le plus vieux quotidien privé de la place L'Observateur Palga, qui affiche ce matin, vente paille de 8 mars 2024. Le marché se dénoue difficilement. C'est à lire à la page 7. Vente illicite d'engrais à Fada. 18 personnes interpellées, dont 10 agents du ministère de l'Agriculture. Diapaga, 5 morts et 2 blessés dans le crash d'un aéronef. C'est à lire toujours dans ce quotidien. Conseil des ministres, 15 mai, journée des coutumes et traditions. Arsène Ghislain Somda, nommé DG de la Sofitex. Pendant ce temps, Azakaria Traoré est nommé DG d'Air Burkina. Lutte contre la fraude, c'est paille à l'effigie d'IB. C'est à lire à la page 13. Ressources animales, attention, grippe aviaire, prévient le journal L'Observateur Palga. Le journal Sidoya, ce quotidien d'État nous parle ce matin. Nandi Somé, ministre en charge du genre, lui déclare l'autonomisation des femmes a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement. Conseil des ministres, le 15 mai, institué journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. Toujours dans ce quotidien, on peut lire direction régionale en charge de l'agriculture de l'Est, un chef de service et 9 de ses agents dilaient l'engrais subventionné. Lutte contre la fraude des pailles du 8 mars et des boissons frélatées saisies, c'est un autre titre du journal. Différent entre actionnaires de 5 monnaies, fini les déclarations judiciaires, nous annonce Sidoya. Dans la rubrique Au coin du palais,
Le journal nous apprend qu'un fonctionnaire utilisait le courant du CSPS pour son commerce illicite. Dafani SA est coupable donc de licenciement abusif, nous apprend le journal. Fabrication de l'engrais bio à Waïguia, une activité rentable pour des femmes déplacées, témoigne le journal Citoyen. Le journal La Cohésion affiche ce matin lutte contre la fraude des pailles de 8 mars et de l'alcool frélaté saisi. Protection civile, 21 stagiaires officiers de 12 nationalités renforcent leur capacité à l'IGPC, c'est-à-dire à la page 10 du journal. Préparatif de la SNC 2024, le Comité national d'organisation fait le point. Compte rendu du Conseil des ministres, le 15 mai désormais, journée de nos coutumes et traditions, et en même temps, jour férié, nous annonce le journal. Augmentation et construction des routes, aménagement et construction des routes, le ministre des Infrastructures visite la RN4 et la rocade du Nord. Burkina Faso, Chine, les grands axes de la coopération passés en revue. Nouveau foyer de grippe aviaire, le ministre des Ressources animales et halieutiques appelle les éleveurs à la vigilance. Diapaga, 5 personnes mortes dans un crash d'avion, dans un crash d'aéronef, nous apprend le journal. Le journal Le Pays parle ce matin du 8 mars au Burkina et écrit sur ce sujet 2 milliers de pailles frauduleux saisis, c'est-à-dire à la page 8. Il faut donner le pouvoir aux femmes d'agir en faveur de la réconciliation, préconise donc Salimata Nebié, ex-ministre. Tibia Fouba Madiga, journaliste culturel, lui déclare il ne suffit pas d'aller acheter des condiments au marché. Il parle donc à propos de cette fête des femmes. Journée des coutumes et traditions, le 15 mai est désormais férié, nous apprend le journal. Conseil des ministres, Azakaria Traoré, nommé DG de Air Burkina SA. Dans sa rubrique Actu Foot, le journal écrit Cameroun, Alexandre Song s'en prend à son oncle Rigobert. SNC 2024, le Comité national d'organisation installé. Dans la rubrique Révélation, le journal Le Pays nous apprend qu'à Diapaga, 5 personnes sont tuées dans un crash d'avion. Le journal Aujourd'hui au Faso affiche ce matin commercialisation frauduleuse d'engrais subventionnés à Fadan Gourma. Plus de 36 tonnes d'engrais d'une valeur de 21 millions de francs CFA saisis et 18 personnes interpellées. Lutte contre la fraude, 4000 pièces de paille, de 8 mars et de boissons, morgue saisies. Diapaga, 5 morts dans le crash d'un avion de la compagnie Lead Air. Conseil des ministres, l'on apprend de la création de Marina raffinerie d'or du Burkina Faso. Le 15 mai, journée des coutumes et traditions, Azakaria Traoré, nommé DG de Air Burkina, et B. Hassan Zichelin Somda, DG de la Sofitex. Vote de la loi d'amnistie au Sénégal. Maintenant, on fait quoi? S'interroge le journal. Terminons avec l'hebdomadaire La Lettre du Faso qui écrit Alouna Traoré, chargé de mission à la présidence du Faso, déclare le respect du calendrier électoral n'est pas un objectif stratégique à atteindre. Sim Faso, des modèles de femmes professionnelles qui contribuent à la production du ciment. France, Burkina Faso, la guerre des visas est lancée, nous annonce le journal. Budget prévisionnel des élections présidentielles et législatives, les précisions de la CENI, et c'est en même temps un droit de réponse. Acte de banditisme, acte de grand banditisme, 30 ans de prison ferme requis contre 2 prévenus. Commune de Pouitenga, la gestion de l'Arba Prosper Yamugo et de Rodrigue Kagambega passée au pays fin par l'IGF, nous informe le journal. Affaire dite appel à incendier le palais du Mogo-Naba. Pascal Zaïda ici obtiennent enfin leur recours en appel. Merci bien, Alphonse, pour la lecture de ces différents titres. Et l'actualité est marquée aujourd'hui par cette décision
du Conseil des ministres, celle d'instituer le 15 mai, chaque 15 mai, donc la commémoration de la journée des traditions, des coutumes et traditions. Alors, c'est une grande décision. Quel est l'intérêt justement d'une telle décision? Alors, je dirais que il était temps, parce que plus d'un demandait, réclamait cela. L'intérêt de cette décision est que le Burkina Faso est un pays laïque. Il y a toutes les religions. De ce fait-là, ceux qui pratiquent aussi les coutumes et traditions prétendent avoir leur religion propre à eux, parce que c'est une pratique qui a une connotation religieuse. Et je pense qu'en instituant le 15 mai comme journée des coutumes et traditions, cela va officiellement donner à cette catégorie de Burkinabés d'occuper leur place, de ne plus rester cloîtrés, de ne plus se trouver comme des gens qui sont cachés, mais d'avoir ce courage d'exprimer, de vivre leur religion, leur pratique de façon officielle et de façon assumée. Et est-ce qu'il faut voir aussi quelque part la main du ministre Bassolma Bazier, lui qui se réclame haut et fort, hein, il le dit, oui, il est traditionnaliste. Pourquoi pas, parce que c'est un fervent défenseur donc, de cette pratique. Il ne cache pas de son appartenance, voilà, à cette pratique. Je pense que l'un dans l'autre, il a certainement milité, hein, en faveur donc de la prise, hein, de ce décret. C'est un décret qui institue donc cette journée-là, le 15 mai, journée des coutumes et traditions. Et je pense que Bassolma Bazier, comme d'autres personnes, peuvent certainement, ou ont dû influencer, hein, ont dû travailler pour qu'on arrive donc à la prise d'une telle décision. Maintenant, ce qu'il faudrait noter, c'est que au-delà du fait que c'est une pratique pour une catégorie de Burkinabés, ça a un intérêt. Quand on sait la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en parlant bien sûr de l'insécurité, je pense que ceux qui pratiquent donc cette religion-là ont un apport, hein, ils peuvent apporter quelque chose dans la lutte contre l'insécurité. Il faut aussi noter qu'auparavant, il n'était pas donné à n'importe qui de traverser une localité. Si vous êtes une personne de bonne foi, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes animé d'intention, hein, de faire du mal, je pense que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir ou traverser tranquillement la localité. Ça veut dire que nous avions donc une société qui était organisée, de sorte que ceux qui pratiquent donc cette religion étaient vraiment intègres, étaient des gens bien organisés. Et je pense que en remettant au goût du jour cette pratique, c'est pour interpeller ceux qui sont toujours dans ce sillage-là, qu'ils comprennent qu'ils doivent pratiquer cette religion de façon officielle, de façon assumée, que le 15 mai soit cette journée-là où on va vraiment assister à une commémoration digne de ce nom. Ça peut être une célébration dans un endroit bien donné où chacun, selon les communautés, voilà, que chacun puisse vraiment commémorer cette journée-là comme il se passe, parce que c'est un jour férié, hein, en même temps. Donc, je pense que si on a, au niveau des autres religions, il y a des jours qui sont donc déclarés fériés pour telle ou telle célébration, notre société coutumière et traditionnelle mérite aussi d'avoir pour elle une journée où on va assister vraiment à une commémoration digne de ce nom. Parlons d'autres sujets. À Diapaga, un crash d'un aéronef fait des victimes. Oui, c'est malheureux parce que selon un communiqué du ministre en charge des Transports, c'était hier donc autour de 12h45 que l'incident a eu lieu. L'incident a eu lieu lorsque l'avion décollait, donc c'était au moment donc, du décollage, c'est à Diapaga.
On ne connaît pas pour le moment les raisons, mais l'on retient que ce crash a fait 5 morts et 2 blessés. Et les blessés ont donc été conduits au niveau du CMA de Diapaga, où donc ils sont pris en charge pour des soins. C'est ce que l'on retient. En attendant, une cellule de crise a été donc installée, mise en place, pour objectif de travailler à nous donner les raisons, les circonstances donc, de ce crash. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'aucuns parlent que l'avion, lorsqu'il décollait, a heurté un arbre, ce qui a fait qu'il n'a pas pu décoller comme il se doit, et c'est ce qui donc a créé donc cet incident. Mais ce n'est pas l'information officielle. Comme il y a une cellule de crise qui a été mise en place, on va attendre donc le rapport de cette cellule de crise. Bien sûr, les directions, le Sénégal, pour s'intéresser à l'actualité de ce pays voisin. Finalement, le projet de loi d'amnistie a été voté hier. Oui, le projet de loi a été donc examiné et adopté au niveau donc du Parlement sénégalais. Je vous disais hier que le Sénégal retenait son souffle. Est-ce que ça allait passer ou pas? Les uns et les autres se demandaient quand on connaît la température qu'il y avait, mais finalement ça a été donc adopté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec après donc l'adoption de ce projet de loi? On attend un message du président Macky Sall, certainement qui va se prononcer et qui va accompagner cette loi par des décisions. Donc dans les jours à venir, on saura davantage. Et des organisations internationales parlent déjà d'impunité. Oui, comme Human Rights Watch qui sort de son silence pour dire que cette loi est injuste parce qu'elle fait le lit à une injustice quand on sait que beaucoup de prisonniers qui vont donc bénéficier des avantages de cette loi, qui vont donc avoir bénéfice de cette amnistie. Il y a des gens qui avaient été écroués pour des crimes économiques. Donc, ils ont fait mal à des Sénégalais, à la population. Il y a des gens aussi qui avaient été condamnés pour avoir été coupables d'une manière ou d'une autre, que ce soit politiquement. De par leur acte, des gens sont morts, des gens sont blessés, des biens sont saccagés. Si on revient à permettre à ces personnes-là de bénéficier de cette amnistie pour Human Rights Watch, c'est de l'injustice parce que avec tout ce qui s'est passé, on ne peut pas aujourd'hui, au nom du dialogue national et au nom d'une politique, au nom, en tout cas, d'une cohésion, faire donc grâce à ces personnes-là, quand on sait ce que ces personnes ont posé comme acte pour Human Rights Watch, c'est injuste et ça ne devait pas être comme ça. En attendant, le président Macky Sall a dissous son gouvernement hier. Tout à fait, c'était l'information qui est tombée tardivement hier, après donc le Conseil des ministres. Le président Macky Sall a donc annoncé la dissolution de son gouvernement. Donc, c'est-à-dire que le Premier ministre Amadou Ba est déchargé, est libéré de ce poste-là, certainement, pour mener sa campagne, quand on sait que c'est le candidat du parti au pouvoir. Et quand on sait aussi que la date du 2 juin qui avait été choisie comme date des élections a été rejetée par le Conseil constitutionnel, finalement Macky Sall, acculé aujourd'hui, fait des pieds et des mains pour se positionner, ou du moins en tout cas ne pas tout perdre. Aujourd'hui, il a perdu son aura, ça c'est sûr, et aujourd'hui, il est en train de perdre des batailles politiques au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de l'opposition, au niveau même du Sénégal, il est en train de perdre sa crédibilité. Donc aujourd'hui, il essaie de s'approcher à n'importe quelle branche pour pouvoir tenir, pour lui affiner, mais qu'il puisse vraiment assurer l'arrière, ceux qui sont avec lui, qu'il puisse exister. C'est ce qu'il est en train de chercher. Donc, le nouveau Premier ministre s'appelle donc Sidiki Kaba. C'était donc
le ministre de l'Intérieur, voilà, dans le gouvernement de Amadou Ba. C'est lui qui est nommé donc dans la foulée, nouveau Premier ministre du Sénégal, pour certainement essayer de coordonner. Mais ce qu'il faut retenir comme information aussi, c'est que une date a été choisie pour organiser les élections. Macky Sall a annoncé la date du 24 mars prochain comme jour des élections pour la présidentielle. Il a choisi cette date parce que après le rejet du Conseil constitutionnel de retenir la date du 2 juin proposée donc par à l'issue du dialogue national. Après ce rejet-là, Macky Sall s'est vu acculé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il ne doit pas dépasser le 2 avril. Si le 2 avril, il n'arrive pas à tenir les élections jusqu'au 2 avril, c'est-à-dire il doit débarrasser le plancher. Et qu'est-ce qui va se passer? Certainement, on va assister à une autre tournure des événements politiques au niveau du Sénégal. Donc, très rapidement, il a choisi la date du 24 mars comme date de la présidentielle, certainement pour sauver la peau, parce que c'est sauvé. Mais le Conseil constitutionnel, dans sa démarche, a été plus clair. C'est vrai, la date du 2 juin a été rejetée. En même temps, Macky Sall, qui ne doit pas dépasser le 2 avril, doit comprendre que, quelle qu'en soit la date qui sera choisie avant le 2 avril, les 19 candidats qui avaient été retenus, qui a retenu par le Conseil constitutionnel pour donc se mettre en course pour la présidentielle, il restera, ce serait donc les 19 candidats-là qui vont compétir. Donc, il n'y a pas de raison qu'on rouvre une autre possibilité à des candidats de pouvoir s'inscrire, de pouvoir se mettre en liste, quel qu'en soit ce que Macky Sall est en train de faire. D'aucuns voient cette loi d'amnistie comme une possibilité d'ouverture à d'autres candidatures, parce que quand on prend Ousmane Sonko, Karim Wade, dont leurs candidatures ne sont pas passées, on voit qu'après donc cette amnistie-là, c'est comme si on permettait à ces personnes-là de pouvoir donc réinscrire leur nom sur la liste des candidats, mais le Conseil constitutionnel a été ferme là-dessus. Pas question, nous allons retenir uniquement que les 19 candidats. C'est à Macky Sall maintenant de trouver la date ici pour que ces 19 candidats puissent aller donc aux élections. Ok, cette affaire est à suivre de près. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant aller découvrir les couleurs du temps. C'est parti pour la météo. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Madame Thiombiano Doumel Ketoura. Elle est chargée de projet au CRIGED. Le CRIGED, c'est le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Bonjour Madame Thiombiano. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. En tout cas, ravi de vous accueillir. Merci. Également, Monsieur Jérémy Compaoré sur ce plateau. Il est chargé de suivi et évaluation au sein du CRIGED également. Bonjour. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On va revenir sur la présentation basique du CRIGED avant de parler du projet qui nous réunit ce matin. Madame Thiombiano. Donc, on donne la parole à Monsieur Compaoré. Monsieur Jérémy Compaoré. Merci beaucoup. Bonjour à toutes celles qui nous suivent. C'est un honneur pour nous de nous retrouver encore ici pour parler du CRIGED, qui est le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, une structure technique de recherche, d'intervention qui mène beaucoup d'activités dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes au Burkina Faso, créée en 2006. Voilà, donc 18 ans d'existence maintenant. Et comme directrice exécutive actuellement, Dr Nestorine Sangare. C'est important. Alors, on va vous inviter, Monsieur Compaoré, à parler un peu plus fort. D'accord. Et les missions principales donc, du CRIGED Alors, le CRIGED, comme nous l'avons dit, c'est une structure qui travaille beaucoup dans le domaine du genre et nous faisons de la recherche, nous mettons en œuvre des projets et nous faisons des formations pour aider toutes les institutions, les ONG, les ministères, tous les services qui cherchent à
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous essayons de les comprendre dans quelle situation on peut parler d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ce travail que nous menons à la demande de nos partenaires, mais à notre propre initiative, nous mettons en œuvre donc des projets pour pouvoir aider les hommes et les femmes au Burkina à travailler main dans la main pour pouvoir développer notre pays. Dans le domaine de la politique, par exemple, le CRIGED a travaillé beaucoup et continue de travailler pour aider les femmes à pouvoir s'engager en politique, que les hommes comprennent la nécessité de l'engagement des femmes, que les femmes acceptent s'engager. Dans le domaine de la prise en compte du genre dans les projets et programmes au niveau national, notre pays, qui a bien sûr un ministère en charge de la question du genre, fait beaucoup de travail pour que dans les différents secteurs d'activité, les hommes et les femmes puissent d'abord être présents pour travailler, mais aussi que le travail profite, les fruits du travail des différents acteurs profitent aux hommes et aux femmes. Donc nous, CRIGED, depuis belle lurette, nous ne cessons de renforcer les capacités des différents acteurs des ministères, les cadres des différents ministères. Il y a des cellules genre dans les ministères. Nous avons beaucoup travaillé. Et si vous prenez au niveau de l'Assemblée nationale, depuis 2009, nous avons voté une loi pour promouvoir la participation politique des femmes. Le CRIGED a beaucoup travaillé pour renforcer les capacités donc, des députés en son temps, pour les faire comprendre la nécessité de voter cette loi. Et nous avons contribué aussi à côté du ministère de la Femme à mettre en œuvre la politique nationale genre en appuyant l'élaboration de la politique, mais en menant aussi beaucoup d'activités à côté des acteurs de ce ministère-là. Il y a un grand chantier que le CRIGED mène depuis plus de 10 ans en milieu scolaire. Ça, c'est la question de la sexualité en milieu scolaire. Et à travers nous, beaucoup de projets que nous mettons en œuvre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'ambassade du Canada, l'ONG Diaconia et le Fonds commun genre, nous travaillons à voir comment aider les garçons et les jeunes filles en aidant leurs enseignants, leurs parents à les appuyer pour qu'un garçon n'enseigne pas une fille ou une fille ne se laisse pas enceinter en étant élève. On en a parlé à la dernière fois où on était venu parler de la loi sur la sexualité. Bien sûr. On se rappelle justement en octobre, vous avez tenu un atelier. Voilà. On vous a reçu sur ce plateau pour parler de ce sujet-là. C'est bien, vous avez énuméré autant d'activités, en tout cas qui entrent dans le cadre des activités ou des actions du CRIGED. Et une dernière activité que je vais ajouter, dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, depuis une année, le CRIGED, bien sûr, dans le cadre d'un projet appelé Crédit d'appui à la résilience des jeunes et des femmes, le CRIGED a essayé de mobiliser des ressources financières que nous a mis à disposition de plus de 80 jeunes et femmes pour les aider à entreprendre. Et moi, ce que je retiens, c'est que le CRIGED met la femme ou la jeune fille au centre de tout. Maintenant, on va parler du nouveau projet, qui est justement le projet dénommé Voix et leadership des femmes et des filles leaders. Madame Tiombiano, expliquez-nous ce projet. Ok, merci beaucoup. Il faut dire que c'est un projet qui a débuté depuis 2021 et qui se termine cette année en 2024. Donc, le projet, c'est le synergie des femmes et des filles leaders pour la promotion et la défense des droits des femmes. Et c'est un projet financé par Affaires mondiales Canada à travers Oxfam au Burkina Faso. Et le grand projet qui coiffe notre projet, c'est Voix et leadership des femmes. Donc, CRIGED bénéficie de ce financement pour une période de 3 ans. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est d'améliorer la jouissance des droits des femmes ainsi que l'égalité des sexes. Maintenant, pour côté mise en œuvre concrètement, parce que vous avez dit un projet depuis 2021, sur la mise en œuvre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Monsieur Compaoré, ensuite Madame voilà. D'abord, pour l'implémentation de ce projet, c'est 2 régions qui sont concernées, la région du centre et le plateau central, et les provinces, ou du moins les communes urbaines, Zignaré, Zorgo et puis Boussé, et donc la commune de Ouagadougou avec ses arrondissements. Dans ces communes-là que le projet a essayé de mobiliser les acteurs et les actrices qui sont parties prenantes
de ce projet-là. Madame Tchambiano, maintenant pour l'explication, en quoi va consister concrètement la mise en œuvre de ce projet? Ok, la stratégie du projet s'est déroulée autour de 4 grandes étapes parce qu'il fallait d'abord mettre en réseau les organisations socio-professionnelles des femmes et des filles, dont nous les avons identifiées à travers une étude qu'on a appelée le mapping. Le mapping, c'est la cartographie des organisations socio-professionnelles qui interviennent au Burkina Faso. Donc ce mapping nous a permis d'identifier et retenir 30 organisations socio-professionnelles pour la mise en place du réseau de promotion des droits des femmes et des filles au sein de l'administration burkinabé. Quand nous parlons de l'administration burkinabé, il faut considérer l'administration publique et l'administration privée. Donc, après la mise en place de ce réseau, nous sommes passés à la phase du renforcement des capacités. Donc, plusieurs sessions de renforcement des capacités ont été organisées, aussi bien en leadership féminin, le marketing, la communication politique et aussi sur les violences basées sur le genre et tout. Donc, c'est une panoplie. Des formations concrètes? Oui, oui. Donc, sur les 2 régions, voilà, okay. Des formations qui ont été organisées au profit des organisations socio-professionnelles, membres, parties prenantes de ce projet au niveau de Ouagadougou et à Zignaré. Et il faut dire aussi qu'à côté de ce que nous faisons avec les organisations socio-professionnelles des femmes, nous avons aussi ciblé les collectivités territoriales. Nous avons accompagné les collectivités territoriales en renforçant aussi leurs capacités sur la question de la budgétisation sensible aux gens pour la prise en compte des besoins et des besoins pratiques et des intérêts aussi stratégiques des femmes et des hommes dans les budgets communaux. Et aussi, il y a un grand travail que nous avons fait. Nous avons fait une analyse de l'application de la loi quota genre depuis le début jusqu'à aujourd'hui pour en retirer les contraintes à l'application de cette loi. Et tout ce travail nous a permis d'élaborer un argumentaire et d'aller au plaidoyer. Nous avons mené 2 plaidoyers au niveau régional à Zignaré et à Ouagadougou et qui seront sanctionnés par un plaidoyer national à Ouagadougou. Donc ce plaidoyer porte sur la révision de la nouvelle loi qui a été votée en 2020 portant quota genre au Burkina Faso. Parce que cette loi a montré ses limites et nous voudrons que, profitant de cette transition-là, que cette loi soit revue pour vraiment porter plus de fruits pour les élections de fin de transition. À côté de cela, nous avons aussi ciblé les partis politiques, les femmes engagées dans les partis politiques pour aussi renforcer leurs capacités. Plusieurs sessions de formation ont été menées au profit de ces femmes. Et bien que nous sommes dans une période de transition, il est important de renforcer les capacités des femmes engagées en politique. Pourquoi? Parce que le leadership féminin en politique se prépare à tout moment. Il ne faut pas attendre forcément que le processus électoral soit lancé avant de commencer à renforcer les capacités. Le renforcement des capacités se fait en amont et c'est ce que nous avons fait sur la période. Et nous sommes allés au-delà. Nous avons mis ces femmes engagées en politique en réseau avec nous, nos organisations socio-professionnelles des femmes. Voilà, donc elles sont constituées. C'est vraiment une coalition aujourd'hui qui partage un agenda commun, qui partage des objectifs communs et qui peuvent aller ensemble pour défendre les droits catégoriels des femmes, aussi bien au sein de l'administration publique, privée et aussi au niveau des partis politiques. Mais le travail qui a été fait, vous avez fait le constat sur le terrain, et, vous avez parlé de plaidoyer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir concrètement sur le contenu aussi de ces plaidoyers? Alors, ce que nous avons essayé de faire à travers ces plaidoyers, c'est de toujours montrer l'avantage de prendre en compte les femmes au niveau des différentes instances. Et c'est vrai qu'au niveau des partis politiques, actuellement, on n'en parle pas trop, mais le Burkina avance actuellement, la transition travaille et on a besoin des femmes engagées aussi, aux côtés des hommes qui sont engagés pour mener le travail de développement de notre pays. Nous sommes sur une lancée de reconstruction, de lutte contre beaucoup de phénomènes, en l'occurrence l'insécurité, et les femmes aussi ont leur place à jouer. Donc le plaidoyer est pour qu'on puisse davantage permettre aux femmes d'occuper la place qui est la leur dans le développement de notre pays. Et on va dire quoi, les hautes fonctions, parce que vous avez dit justement la loi sur le quota genre. Justement, parce que les instances de prise de décision, c'est aussi bien nominatif que électif. Et il y a beaucoup de nominations en ce moment et nous voudrons aussi que les femmes soient prises en compte pour apporter leur pierre à l'édifice de la nation.
Voix et leadership des femmes et filles leaders. Est-ce que ça passe aussi, quand on parle du leadership de filles leaders, est-ce que ça passe aussi par l'engagement personnel de la femme? Parce que souvent, on se retrouve avec des femmes qui n'ont pas assez confiance en elles ou qui n'osent pas. Oui, effectivement, là-bas, c'est d'abord l'engagement personnel de la femme, raison pour laquelle nous avons mis un accent particulier sur la formation de ces femmes leaders-là, voilà, en développement personnel pour qu'elles puissent savoir comment se comporter et surtout la communication. Nous avons fait le marketing et la communication politique pour qu'elles sachent elles-mêmes se vendre en tant que femmes leaders et ensuite femmes engagées en politique. Donc c'est très important d'abord que la femme elle-même, elle puisse se connaître aussi ses capacités avant d'aller sur la scène publique et revendiquer ses droits pour occuper les postes. Et toujours pour ajouter dans le développement personnel, là, voilà, se connaître là, c'est quels sont mes atouts, quelles sont mes capacités, mes compétences, mais quelles sont mes faiblesses aussi pour travailler à ce que ces faiblesses-là n'empiètent pas sur mon engagement, par exemple, dans la société. Et se connaître, s'accepter et s'affirmer, on les invite à cela. Parce que même si tu connais et tu ne veux pas t'affirmer, tu ne pourras pas non plus occuper les places qui se présenteront à soi. Et je pense que si à un moment donné, on est bien au top, naturellement, on va vous placer quelque part. Voilà. Justement. Maintenant, pour ce 8 mars, en fait, cette période de 8 mars, le CRIGED a décidé de faire une campagne de communication sur ce projet-là. Pourquoi? Ok. Le CRIGED a décidé de faire une campagne de communication parce que le projet, même le grand projet, c'est déjà voix et leadership des femmes. C'est donner la voix aux femmes et aussi les hommes engagés qui défendent aussi les droits des femmes pour pouvoir parler de la thématique des femmes, interpeller toujours, échanger sur la thématique. Et nous voyons que le thème de cette année porte sur l'entrepreneuriat communautaire. Le gouvernement de la transition a décidé de mettre un accent particulier sur l'entrepreneuriat communautaire à travers la PEC et tout. Et nous trouvons que c'est très important. Pour que la femme puisse participer à cet entrepreneuriat communautaire, il faut d'abord renforcer son pouvoir économique. Il faut d'abord qu'elle, au niveau individuel, elle puisse aussi s'autonomiser. Elle puisse aussi entreprendre pour maintenant apporter son édifice à cet entrepreneuriat communautaire qui est lancé et qui est une très grande initiative et louable parce que ça va permettre au Burkina à long terme vraiment de s'autonomiser et d'être aussi indépendant sur le plan économique. Et on m'a dit que le CRIGED est déjà sur ce terrain. Vous avez parlé de l'accompagnement des Exactement, le projet, tout de suite, là, nous disons, sur plus de environ 85 personnes bénéficiaires d'une cagnotte d'environ 500 millions. Les femmes étaient majoritairement représentées. Voilà, plus de 66 femmes qui ont bénéficié. Voilà, 66% du moins sur les 85 là, qui ont bénéficié donc de notre accompagnement pour mener justement des activités qu'elles mènent traditionnellement pour la plupart dans la transformation de nos céréales et aussi dans la vente voilà, des légumes et autres au niveau des marchés. Et il y en a aussi bien sûr qui sont dans l'élevage. Et parler d'entrepreneuriat communautaire, ce sont ces différents secteurs donc, que les femmes aussi contribuent beaucoup. Elles sont majoritaires au Burkina Faso et les donner les moyens nécessaires pour travailler, nous savons que ce que les femmes gagnent contribue beaucoup à ce que les familles puissent bien se nourrir. L'éducation des enfants, elle se donne beaucoup, elle peut bien contribuer. Donc, c'est une bonne chose ce que nos autorités ont pris comme thématique cette année pour réfléchir. Et vous l'avez dit, nous sommes déjà dedans en faisant la promotion des droits des femmes. Les droits économiques aussi font partie de notre cheval de bataille. Donc, ce qu'il faut ajouter ici, c'est que nous avons donné l'opportunité d'accéder au financement pour des personnes qui sont inéligibles au niveau des banques et des différentes institutions financières. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas capables vraiment de garantir, de porter garantie et de prendre un prêt au niveau des institutions financières. Donc, CRIGED a joué ici l'intermédiation et qui s'est porté garant pour pouvoir avoir le financement et pour pouvoir donner ce crédit-là aux femmes et aux jeunes. Un projet
qui est en cours depuis 2021. Vous avez déjà fait pas mal d'activités. Et pour vous, c'est 2021-2024. Donc, en principe, on est dans l'année de la fin avec ce projet. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, au-delà du projet, CRIGED poursuit le plaidoyer pour la révision de la loi sur le quota avec les autres organisations et institutions engagées, parce qu'il y a beaucoup de réseaux et d'organisations qui sont engagées sur cette thématique. Ce qui reste à faire, c'est de maintenir la formation continue des femmes engagées en politique et aussi bien les femmes des organisations socio-professionnelles. Voilà, parce qu'il ne faut pas laisser de temps mort, il faut qu'elles soient vraiment prêtes pour les élections de fin de transition, parce que ça va venir. Voilà. Et ce qui reste à faire aussi, c'est de continuer sur cette lutte-là et d'élargir aussi peut-être l'action, puisque nous avons dit que c'est sur 2 régions. Donc, nous ambitionnons à travers le REPOFAB, le réseau qui a été mis en place, qui a une portée nationale. Nous envisageons vraiment élargir à travers le plan d'action du réseau qui est déjà établi et mobiliser les ressources pour élargir ce réseau-là sur les 13 régions. Et j'ajouterai que notre partenaire, vu l'engagement du CRIGED sur la question de la participation politique des femmes, a mis aussi en place des groupes de co-développement où il y a un groupe qui travaille sur la participation politique des femmes et le CRIGED des leaders coordonne ce groupe-là. Et nous avons des actions qui sont en cours où, au-delà des membres des bénéficiaires de Oxfam qui sont engagés sur la participation politique, nous avons fait une cartographie des autres acteurs aussi au niveau national qui sont engagés pour la participation politique des femmes. Et ensemble, nous allons encore faire des conférences publiques pour échanger autour de la thématique, mais aussi toujours dans le cadre du plaidoyer, voilà, aller au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, la transition, pour toujours porter de la voix, insister, relancer pour que, voilà, au niveau des législateurs, ce qui peut être fait pour mieux corriger ce qui ne va pas au niveau de la loi quota genre actuellement puisse être amendé. Et on informe qu'à ce jour, vous avez déjà fait votre travail de sélection des structures bénéficiaires et tout, parce que mine de rien, c'est un projet qui tend vers la fin. Donc, on ne peut pas dire, pour ceux qui sont vraiment dans le besoin, c'est sûr que si le projet est reconduit et que ça s'intéresse à d'autres localités, vous allez pouvoir les toucher. Voilà, comme je l'ai dit, le réseau va au-delà de la période du projet. Donc, les organisations socio-professionnelles des femmes et des filles qui sont dans les autres régions non couvertes peuvent nous contacter pour pouvoir adhérer à ce réseau-là et puis voilà, apporter leur pierre pour qu'on puisse vraiment mener les actions ensemble. Et bénéficier des formations. Justement, voilà. Donc, c'est un appel aussi que nous lançons à toute organisation socio-professionnelle des femmes et des filles sur le plan national disponible qui voudraient bien adhérer à ce réseau-là pour pouvoir aussi conduire ensemble les actions. Merci bien. Alors, on tend vers la fin de notre entretien, mine de rien. Monsieur Compaoré, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce qui reste à venir? C'est inviter les hommes, de mon point de vue, à s'engager davantage voilà, dans la promotion des droits des femmes, parce que nous sommes ici des familles, nous sommes des maris, ça veut dire qu'on a des époux, et des épouses du moins, et on a des filles, on a des mamans. Alors nous vivons au milieu de ces personnes, nous voulons leur plein épanouissement. Alors si nous le faisons dans notre travail quotidien, pour celles avec qui nous travaillons ou bien nous travaillons pour, quelqu'un d'autre va travailler aussi concomitamment pour nous, nos parents qui sont de sexe féminin. C'est inviter donc les hommes à être des maris modèles, à être, voilà, faisons la promotion donc la masculinité positive, car les retombées de cela va bénéficier et aux hommes et aux femmes. Vous faites bien de toucher les hommes. Parce que souvent, il y a certaines femmes qui veulent bien s'engager, qui veulent bien être leaders, mais quand il y a un homme qui dit non, pour protéger son foyer, il y a beaucoup de femmes qui laissent tomber. Ok. Madame Tondiano, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Ok. En mot de fin? Ok. En mot de fin, nous allons vraiment remercier l'ensemble des parties prenantes des régions du centre et du plateau central qui nous ont accompagnés aussi durant ces 3 années
Et nos remerciements vont à l'endroit de Affaires mondiales Canada et de Oxfam au Burkina Faso qui ont vraiment accepté aussi de nous financer et de nous donner l'opportunité de mettre en œuvre ce projet qui est resté un peu dans les casiers depuis 2015. C'est une initiative, une idée de projet que nous avons depuis belle lurette. Et Affaires mondiales Canada, à travers le projet Voix et Leadership des femmes, nous a enfin donné l'opportunité de mettre en œuvre ce projet et de venir vraiment en appui pour le mouvement, consolider le mouvement féminin au Burkina Faso. Demain, c'est le 8 mars. Oui. Est-ce que CRIGED a particulièrement une activité? CRIGED n'a pas particulièrement une activité. Nous avons organisé une formation sur les exploitations, abus sexuels et en prenant en compte les notes de bonne pratique de la Banque mondiale la semaine dernière. Nous sommes là sur les plateaux, sur les différents plateaux au niveau national pour parler aussi de la femme et aborder aussi le thème du 8 mars. Et nous participons aussi aux activités des autres organisations qui nous ont invités sur toute la période aussi. D'accord, de mars. Merci bien, Madame Tiombiano, d'être passée à l'émission. Merci, Monsieur Compaoré. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On espère vous recevoir d'autres fois, prochainement. Merci. Donc, je rappelle que Madame Tiombiano Doumel Ketoura est chargée de projet au CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Également, M. Jérémy Compaoré, chargé de suivi et évaluation au CRIGED. Je rappelle que nous parlions du projet dénommé Voix et leadership des femmes et filles leaders, donc piloté par le CRIGED et ses partenaires. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite. Suivons avec l'émission d'aujourd'hui. Ce jeudi, nous sommes de nouveau avec la BCLCC. Je rappelle que la BCLCC passe maintenant 2 fois le mois, donc tous les 2 semaines, pour leur chronique consacrée à la lutte contre la cybercriminalité. Nous sommes avec monsieur Taïro Kwanda, donc du service de la collaboration policière de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour à vous, monsieur Kwanda. Bonjour, Madame Nikiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui va beaucoup intéresser. Arnaque aux fausses ventes de masques traditionnels. C'est ça. On va comprendre leur mode opératoire, et puis surtout comment on peut éviter et se protéger de ces cyber-escrocs. Merci Madame Nikiema, merci à tous les spectateurs de Savane Média. Merci de nous recevoir encore une fois de plus pour parler de cybercriminalité. Je vous en prie. Alors, pour ce qui est Moi, je me demande déjà, depuis quand en fait, vous avez détecté l'arnaque liée aux fausses, je sais pas... aux fausses choses... à la vente des masques traditionnels. C'est ça. C'est une situation qui perdure depuis l'année passée. Voilà, donc on avait reçu quelques victimes. Voilà, donc entre-temps, ces cybercriminels-là se sont dissipés dans la nature. Donc on pensait que c'était fini. Voilà, donc... on va vous inviter à parler un peu plus fort. Voilà, donc on pensait que c'était fini et que en ce début d'année, ils ont refait surface. Et c'est une nouvelle donne encore parce que depuis un certain temps, on reçoit beaucoup de victimes voilà, qui sont vraiment voilà, dans cette histoire d'arnaque liée aux masques traditionnels. C'est ça. D'accord. Les masques. Les masques traditionnels. Traditionnels. Expliquez-nous maintenant le mode opératoire de ces cyberdélinquants. C'est ça. Alors, il ne faut pas confondre avec nos masques qui se trouvent dans les galeries d'art, là où n'importe quelle personne peut aller payer et puis aller exposer ça, embellir sa maison. Là, ce sont des masques traditionnels qui sont une représentation vraiment très essentielle au sein du village. Voilà, ce sont des masques. Les masques, bon, on peut dire quoi, coutumiers, les masques traditionnels, vraiment, qui ont une valeur... traditionnel, ancestral du village. Voilà. C'est ça, qui protège même le village. Voilà. Donc, toujours est-il que vous allez recevoir un appel d'un connaissant qui vous dit que ça fait vraiment longtemps, mais lui, il est au niveau du Cameroun, ou bien au Gabon, qu'il est en train de travailler là-bas dans une mine. Mais ça faisait un bout de temps, il avait accompagné des touristes
voilà, des Européens qui sont dans la collection, voilà, d'art. Okay. Alors, ils sont allés dans un village. Alors ce village-là avait des festivités, une fête traditionnelle. Il les a accompagnés pour aller assister. Donc c'est là ils ont vu l'exposition de ces masques-là. Je vais demander à la régie de présenter les masques-là pour que... Les masques pour que, voilà, voilà, ils ont vu cette représentation, voilà, l'exposition de ces masques. Et ils se sont intéressés. Ils ont demandé est-ce que le chef du village pouvait vraiment les vendre les masques-là. Le chef du village n'a pas accepté. Voilà, donc ils n'ont pas insisté, ils sont repartis. Alors, quelques temps après, voilà, votre ami va vous appeler pour vous dire que, bon, vous expliquer la situation. Parce qu'il avait accompagné des gens, ils ont vu des masques, ils ont négocié, le chef du village n'a pas accepté. Mais au jour d'aujourd'hui, le village a besoin d'un CSPS. Ils veulent construire un CSPS, ils n'ont pas les moyens. Donc ils ont décidé ensemble de vendre les masques là pour pouvoir construire les CSPS. Alors, il va vous dire tout simplement qu'à l'époque, les touristes ont essayé de payer ça à quelque chose de 850 000 $, quelque chose qui avoisine les 400 millions. Voilà. Et que le chef du village n'a pas accepté. Mais comme ils sont dans le besoin, lui, il peut brouiller avec, comme il est sur place, il peut faire tout son possible pour que vous ayez ça à 350 000 $. Quelque chose qui avoisine les 175 millions comme ça. Okay. Donc, si vous allez dépenser 175 millions pour avoir plus de 400 millions... Et c'est lui qui va être l'intermédiaire toujours voilà, pour vous mettre en contact avec les touristes qui voulaient au départ. C'est ça. Alors, c'est déjà une affaire lucrative. Bon, quand vous faites les calculs rapidement, vous allez vous intéresser. Vous aurez quand même un bénéfice de quoi? 300 millions 300 millions, 300 millions, voilà. Et quelques. Et comme il s'est présenté comme un de vos bons petits, bon, vous ne revoyez toujours pas la personne, mais avec plus de... Bon, il vous a mis en confiance, donc vous acceptez d'aller avec lui dans le projet. Il va dire, bon, pour plus de fiabilité, je veux vous mettre en contact avec les Européens là, pour qu'ils vous puissiez faire connaissance et puis signer des contrats. Voilà, donc il va vous mettre en contact avec les collectionneurs d'objets d'art et vous allez... Faux collectionneurs. De faux collectionneurs d'objets d'art. Voilà, et ils vont vous présenter leur musée, voilà, et puis ils vont dire qu'il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est notre travail, il n'y a pas de problème. Alors, il va vous demander tout simplement de leur envoyer tout simplement votre CNB ou bien la copie de votre passeport sur WhatsApp, afin qu'ils puissent voilà, établir un contrat voilà, pour plus de fiabilité. Voilà. Vous allez transférer les pièces. Vous allez transférer les pièces. Ils vont vous envoyer un contrat que vous allez signer et puis les renvoyer aussi sur WhatsApp. Oui, scanner, renvoyer, des choses comme puis ça. renvoyer, c'est ça. Si cette étape-là est terminée, vous allez repartir maintenant avec votre bon petit et puis lui dire, bon, on va faire comment pour que les masques puissent sortir du village et puis atteindre l'aéroport afin qu'on puisse voilà, les mettre dans de bonnes conditions pour envoyer aux collectionneurs. Là, il va dire que, ok, il va rentrer en contact avec le chef du village. Il va lui dire, pour que les masques sortent, il faut faire des sacrifices. Il faut impérativement envoyer de l'argent. Les dépenses vont commencer. Alors, vous allez envoyer de l'argent, ils vont vous dire qu'ils ont fait le sacrifice. Alors, le chef du village va également dire que bon, il va faire une dernière fête pour dire au revoir au masque. Pour prendre les dernières bénédictions des masques pour le village. Alors, quelle histoire. Voilà, vous allez envoyer de l'argent. Ils vont faire cette fête-là. Alors, le petit maintenant, votre bon petit, il va rentrer en contact avec un transitaire. Le transitaire, voilà, qui a la charge d'établir des documents de transit pour faire transiter les masques voilà, en Europe. Alors, ce transitaire, il va tout simplement vous dire qu'il a besoin voilà, de l'argent pour les services phytosanitaires. Il y a la brigade antiquaire qui a besoin voilà, d'argent pour établir des certificats qui va prouver que lui, il a donné son accord pour que les masques puissent sortir. Il y aura un autre certificat qu'on va vous demander qui sera signé par les autorités du pays. Voilà.
les autorités du pays qui disent également qu'eux ici, ils autorisent à ce que les masques puissent sortir de leur pays. Voilà. Pendant ce temps, vous êtes toujours au Burkina, votre bon petit est censé être au Cameroun et vous met en contact avec des gens. Des gens. Ok. Et permanemment, quand vous envoyez l'argent, on vous envoie des faux certificats qu'ils ont établis à leur niveau pour que vous puissiez avoir plus de confiance et puis envoyer encore plus d'argent. Alors, lorsque vous ne découvrez pas que c'est une arnaque, c'est une fausse offre, bon, vous continuez toujours à dépenser. C'est ça. Ils peuvent aller jusqu'au pour le pire des cas que vous avez rencontrés. Oui. Est-ce que la victime va jusqu'à transférer les 100 millions pour le village? La dernière fois que nous avons reçu la victime qui a plus dépensé, c'était une dame. Elle avait dépensé plus de 30 millions de francs CFA. Voilà, dans cette histoire de vente de masques traditionnelle. Parce que ils avaient même envoyé, ça c'était pas le Cameroun, c'était le Mali, ils avaient même envoyé un échantillon. Ils avaient pris un masque, et puis mettre ça ils ont conditionné ça, et puis les envoyer ça via les transports terrestres. Et les masques ont quitté le Mali, arrivé, venir à Bobo. De Bobo, le masque est arrivé à Ouagaïssi. Il allait récupérer l'échantillon. Tout ça là pour mettre la dame en confiance que le masque existe toujours. Et pourtant non, c'était juste un masque qu'ils ont payé ça dans les galeries d'art. C'est ça. Est-ce que je ne pense pas que les collectionneurs de masques pour les musées, les grands musées, fonctionnent comme ça. Ils ne vont pas acheter en ligne comme ça sans forcément, forcément voir. Parce qu'eux, ils ont besoin aussi de masques authentiques. C'est ça. Pour ces collectionneurs, effectivement, ils n'acceptent pas prendre des masques qui ne sont pas authentiques. Et puis c'est très rare de voir un village qui a décidé de vendre, qui accepte vraiment de se départir, de se séparer de ces objets traditionnels. Parce qu'avant ça a été arraché. Ça, c'est quand le colonisateur a arraché ces objets, ces masques-là, qui ont des valeurs traditionnelles à nos parents. Ça a été arraché. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un village va se réunir, prendre la décision de vendre ces masques. C'est ça. Non, c'est même pas possible. On va plus demander aux gens. Maintenant, comment justement on évite de se faire avoir? On a expliqué le processus. Malheureusement, une dame est allée jusqu'à perdre 30 millions de francs CFA dans cette affaire. Comment se protéger? Les conseils? Depuis le début de l'année 2024, c'est ce que je disais au début, on a enregistré vraiment beaucoup de cas liés à cette forme d'arnaque-là. Et ce que les gens doivent savoir, c'est similaire aux arnaques liées à l'aloe vera, aux arnaques liées aux épices bio, aux arnaques liées à la graine de ginkgo, aux arnaques liées à la sève de plumpoka. C'est pratiquement le même processus. Voilà, pour ceux qui ont déjà été victimes, quand vraiment, puisque le cybercriminel il ne lâche pas les numéros, il garde toujours jalousement les numéros, il laisse 6 mois, une année après, et il peut toujours vous relancer pour voir s'il peut avoir vraiment quelque chose là-dessus. Il peut encore vous anarquer. Alors, pour des gens qui sont avertis, normalement, ça ne doit plus arriver. Ils doivent être avertis. Parce que ce sont des arnaques qui sont un peu similaires. Voilà. Pour ce qui est des masques, là, celui qui vous contacte, il reste avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que vous sentez que vraiment c'est de l'arnaque. En ce moment, il disparaît dans la nature. En ce moment, vous aurez quand même payé quelque chose. Parce que je me dis que même si vous n'arrivez pas à transférer les grandes sommes comme 30 millions, comme 100 millions, le fait de vous demander d'envoyer de l'argent pour organiser la fête, pour la sortie des masques et quoi, peut-être que vous aurez perdu 500 000, 1 million. Même 1 million, 1 million 800, 2 millions. Voilà, donc c'est ça même. C'est énorme aussi également. Bien sûr, c'est énorme aussi également. Il y a des gens qui vont aller prendre des économies, d'autres des prêts. C'est ça. Et c'est dommage. Alors, ce qu'il faut éviter à ce sujet aussi, il faut éviter d'envoyer vos données personnelles à des inconnus. Parce que prendre la photo de ta CNB ou bien de ton passeport, envoyer une personne que vraiment tu ne reconnais même plus physiquement, tu ne sais pas là où ce qu'il veut en faire avec ça. Des fois, ce n'est pas du tout conseillé. Voilà, il faut observer vraiment beaucoup de vigilance et beaucoup de prudence également. Parce que les numéros qu'ils utilisent pour
que pour échanger avec vous, ce ne sont pas des numéros du Burkina, ce ne sont pas des numéros nationaux. Alors, pour ce qui est de la compétence de la BCLCC, quand nous devons nous déporter vers l'international, il faut demander le concours de l'Interpol pour qu'ils puissent nous appuyer. En ce moment, les enquêtes deviennent un peu lentes. Est-ce que vous voyez? Parce que tout le début du scénario jusqu'à la fin, vous n'allez pas voir un numéro du Burkina qui est impliqué dans cette histoire. Donc ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter. Voilà. Et les transferts aussi vont se faire via mobile money. Le mobile money. Voilà. Donc ça rend les enquêteurs vraiment difficiles pour pouvoir vous satisfaire très rapidement. C'est ça. Merci bien, Monsieur Kwanda, d'être revenu sur... J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire donc, de fausse vente de masques traditionnels. Et c'est bien d'alerter l'opinion parce que les cyberdélinquants escrocs, comme vous le dites, ils inventent tous les jours de nouvelles méthodes pour avoir les citoyens. Soyez vigilants et surtout en cas de... si vous êtes victime, vous avez la possibilité d'aller à la BCLCC. C'est ça. Voilà. Les contacts de la BCLCC. Les contacts de la BCLCC. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes... Vous avez déménagé? Nous avons déménagé. Voilà, nous sommes maintenant à Koulouba, plus précisément à Zabdara, derrière la BCB. Voilà. Bon, d'accord. Je vous pardonne. Voici les contacts de la BCLCC. Donc, on ne doit pas... Non. Donc, et vous avez la possibilité d'appeler ces numéros toujours. Voilà, toujours. Ces numéros sont toujours actifs. Le 25 39 58 42 et le mail qui est là, c'est bcrim@secrir.gov.bf et la page Facebook @bclcc.gov.bf. Merci. Et j'invite les téléspectateurs à s'abonner à la page de la BCLCC puisqu'il y a des informations liées à l'actualité des cyber-escrocs ou les nouvelles formes d'escroquerie et tout qu'ils ont l'habitude de publier, ainsi que les personnes interpellées et tout. Voilà, donc c'est mieux d'être alerté. Merci, Monsieur Kwanda. Merci, Madame. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Point final à l'émission d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain, 8 mars, Journée mondiale de la femme. Alors, on se retrouvera, Inch'Allah, à partir de 7h30. Allez, tschüss.